la présentation de future version d'Iode. Alors, dans la version donc, qui sera la version 7 d'Iode, la grande nouveauté, c'est un package Python qui a été entièrement refait et une nouvelle interface graphique qui est entièrement écrite en Python. Donc ici, il s'agit plutôt d'un petit teaser, donc c'est une version, pour l'instant, on a une version bêta. J'espère pouvoir pousser sur le repository public PyPy package Python Iode et le package Iode GUI ce mois-ci. Comme ça, vous pourriez y avoir accès. Je m'attends à ce que dans les prochains mois, il vient à avoir pas mal de bug reports. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, expliquez surtout moi bien comment reproduire le bug. Comme ça, je peux essayer de corriger le bug. Et donc, il y aura, à mon avis, souvent beaucoup de patchs. Je vais commencer la démonstration. Je vais lancer l'interface graphique. Ça va bientôt apparaître. C'est en train de démarrer. Quelques secondes. Voilà. Donc, au démarrage, vous avez un petit logo pour faire patienter. Et voilà la nouvelle interface graphique. Alors, on va un petit peu montrer les quelques nouveautés. Donc, ce que vous voyez, vous avez ici quelques menus que vous connaissez, donc ceux qui ont été repris de l'ancienne interface graphique que vous connaissez, qui avait été développée par Jean-Marc. Alors, sur la gauche, vous avez un File Explorer, parce que en fait, maintenant, la nouvelle Iode fonctionne par ce que j'appelle ça par projet. En fait, un projet, c'est quoi? C'est juste un dossier qui va servir de dossier route. Et donc, dans ce dossier, dans ce projet, vous mettez tous vos rapports Iode, vos fichiers Python, voilà, .py, et toutes les données dont vous avez besoin. Alors, au niveau du centre, vous avez ici des onglets. Alors, quand vous ouvrez Iode, il y a toujours 7 onglets qui sont présents et qu'on ne peut pas fermer. En fait, il y a un onglet par type d'objet Iode. Donc, il y a les comments, les équations, les identités, les listes, les tables et les variables. Alors, la petite présentation, voilà. Ah oui, les petites consoles. Alors, ici, vous avez en bas 2 petites consoles. Alors, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser le langage Iode qui avait été développé par Jean-Marc. Alors, petite nouveauté, c'est que dans cette console, vous avez l'autocomplétion. La commande que vous voulez utiliser, et puis après, vous avez une liste qui apparaît. C'est le langage Rapport. Je vais ajouter un nouveau commentaire. Et voilà. Et vous avez aussi une console Python. Donc là, dans la console Python, vous avez accès à différentes databases. Et vous pouvez ici aussi ajouter des nouveaux commentaires via la commande Python. Donc voilà pour les 2 petites consoles. Donc vous avez vraiment le choix. Soit vous pouvez utiliser le langage de base de Iode, qui est le langage LEC, si je me souviens bien. Le LEC, c'est pour juste les équations. Donc ici, c'est le langage des commandes Iode. On va appeler ça comme ça. C'est pour ça qu'ici, j'ai appelé ici le langage des rapports, en fait. Le langage des rapports. Ou vous pouvez utiliser la syntaxe Python. Voilà, je reprends. Alors, le L, ça, je vais passer un peu à travers. Pour l'instant, si on fait le Iode manuel, on a le manuel en fait de Iode 6.68, qui est le manuel qui avait été écrit par Jean-Marc, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps de refaire complètement la documentation. Donc voilà, pour l'instant, j'ai gardé l'ancienne, notamment pour le langage LEC. Là, je n'ai pas eu le temps de tout traduire. Par contre, si vous allez sur Iode Home, là, ça va changer. Vous allez atterrir sur la documentation online de Iode Python. Alors, dans la
dans cette page de documentation, vous avez l'installation, mais ça va changer quand ce sera rendu public. Vous avez un petit tutoriel, Getting Started, avec voilà, plein d'exemples et puis plein d'explications. Donc ça vaut vraiment la peine pour ceux qui sont curieux de l'interface Python, enfin du langage Python, de parcourir tout ce Getting Started. Alors attention, évidemment, c'est juste un Getting Started, ça veut dire que c'est non exhaustif. Alors vous avez, bon, pour ceux qui ont l'habitude des librairies Python, que ce soit Pandas ou Elray, vous avez toujours un onglet qui s'appelle API référence, et là-dedans, vous avez la liste de tous les objets et de toutes les méthodes que vous pouvez utiliser. Donc là, vous avez à chaque fois, chaque database, la liste des fonctions que vous pouvez utiliser, avec une short description. Et quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez donc la liste des paramètres qu'il faut rentrer, une description de la méthode, et puis à chaque fois des exemples. Donc pour chaque fonction et méthode pour le nouveau package iode, vous avez à chaque fois des petits exemples. Alors oui, explication quand même. Alors, je sais que pas mal d'entre vous ont reçu de la part de Jean-Marc c'était déjà une première version de Python de Iode qui était assez différente. Alors, il faut savoir que ce module-là est complètement déprécié. Donc, toutes les fonctions qui étaient dans ce module-là sont dépréciées. Là, n'hésitez pas à me voir. Donc, pour ceux qui utilisent encore la version Python de Jean-Marc, de venir voir moi, Yannick, parce que faudra changer toutes les fonctions que vous utilisez dans votre script. Par contre, vous avez normalement à chaque fois pour les deprecated, non, en fait, quand vous les appelez, il y a un petit message warning qui vous dit oui, non, la nouvelle façon d'utiliser, de faire cette fonction-là, c'est de faire nouveau langage. Voilà. Alors ici, ça c'est ajouté, à compléter. Je fais à chaque fois tout un tableau avec, vous avez la commande dans les rapports iode, et donc à gauche, et à droite l'équivalent en Python. Donc ça, vous avez un peu tout, voilà, et à chaque fois, vous avez un lien, voilà, pour la définition, donc vous avez à chaque fois une sorte de tableau d'équivalence. Et changelog, ça c'est pour chaque fois qu'il y a des nouvelles versions. Là, je reprends. Et alors dans la help, bon, ça, ici, ça vous renvoie vers donc, la liste de tous les objets et fonctions. Alors, vous avez aussi le keyboard shortcut. Donc ça veut ouvrir un PDF avec toute la liste des shortcuts. Normalement, c'est les mêmes que pour l'ancienne interface graphique, mais il y a quand même quelques petites différences. Prenez le temps de bien regarder. Je peux bouger. Voilà, donc on appelle le help, très bien. Alors, le File Explorer maintenant. Alors, pour ouvrir un fichier, c'est très simple. Vous prenez le fichier, vous double-cliquez dessus et il apparaît ici dans la liste des tabulations. Là, j'ai ouvert un rapport. Alors, on peut ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Donc là, on va charger les databases iode. Donc là, je vais sélectionner le fichier dont j'ai besoin. Je clique droit, Open. Et voilà, j'ai chargé tous mes fichiers. Alors, ici, pour les fichiers, par exemple, qui sont en CSV ou en PDF, si vous allez ici, par exemple, je prends les outputs,
Donc, la nouvelle interface iode va proposer par défaut un programme. Donc, par exemple, ici, les CSV, si je double-clique dessus, il va directement le charger en Excel. Alors, on peut quand même, si on souhaite, forcer ici la nouvelle interface iode à ouvrir sous forme de texte. Comme ça, vous pouvez ouvrir vos fichiers sous forme de texte. Ah oui, aussi, ça, éventuellement, ça peut être utile si vous avez besoin d'aller chercher en dehors de votre dossier root, de copier un fichier ou de bouger des fichiers. Vous pouvez, sur n'importe quel fichier ou dossier, faire un clic droit. Vous faites Reveal File Explorer et là, vous avez l'Explorer de Windows qui va s'ouvrir. Un peu comme dans, vous avez le même dans PyCharm, vous avez le même dans Visual Studio Code. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour du File Explorer ici. Alors, le tab panel. Donc ça, les tab panel, c'est toutes les tabulations que vous avez ici. Alors, on peut faire un clear d'une database. Donc, il suffit juste de se mettre sur une database, CTRL-D, et là, pouf, j'ai fait un clear de ma database. Si je fais CTRL-SHIFT-D, je nettoie toutes mes databases et je redémarre à zéro. Bon, maintenant, je vais juste les recharger toutes. Oui. Oups. Ouais. Vous avez bousillé. Ouais, tout casser. Si je redémarre. Ça, c'est Visual Studio Code, je crois. Ouais. Tu commences à m'habituer. J'utilise. Je charge. Open. Voilà, tout est rechargé. Ici. Ouais, si je veux, voilà, je fais un changement. Alors, quand on change une database ou un fichier, il y a une petite étoile qui apparaît. Ça veut dire que le fichier a été modifié. Alors, il apparaît en bleu dans le File Explorer. Donc là, il suffit, voilà, je le sélectionne, je fais CTRL-S et je le sauve. Donc, si je veux sauver toutes mes databases, je fais CTRL-SHIFT et CTRL-C. Voilà. On voit ici qu'il a tout sauvé. Ah oui, split, ça c'est. Bon, moi j'utilise parfois dans Visual Studio Code quand je code. Vous pouvez le faire sur ici vos databases ou sur n'importe quel fichier texte. Vous faites un clic droit et vous faites split. Et là, vous voyez que vous avez splitté votre fichier, comme ça vous permet de voyager au début et à la fin de votre database. Alors, les deux vues sont synchronisées. Par exemple, là, je change ici, ça va changer de l'autre côté aussi. Ça peut être notamment utile lorsqu'on joue avec les variables. Donc là, si je split mes variables, ça permet de bouger soit ici, soit dans les premières périodes, et d'aller voir à la fin de votre cycle pour avoir une... Et là aussi, tout est synchronisé. Donc ici, si je change une valeur, 0, ça va apparaître de l'autre côté. D'accord. Et on peut faire la même chose pour n'importe quel fichier texte. Et là aussi, c'est synchronisé.
Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, aussi. On peut bouger les tables comme on veut. Après, pour l'illustration, je vais mettre ça ici et ça ici. Donc, vous pouvez bouger les tables comme vous voulez, selon vos besoins pour travailler. Ah oui, donc, évidemment, toutes les tables pour les databases, vous n'avez pas la petite croix parce que ça, on ne peut pas la faire. Vous avez toujours cette tables qui sont présentes. Par contre, un fichier texte ou un fichier que vous allez ouvrir, vous pouvez le fermer et puis le rouvrir. Voilà. Alors, on va essayer. Donc, quand vous fermez l'interface graphique va sauver toutes les tables qui avaient été chargées, tous les fichiers que vous avez chargés. Je le ferme. C'est ce qu'on ici, je le réouvre. Je le relance. Donc là, il a rechargé toutes les databases qui avaient été chargées et il a retenu l'ordre dans lequel étaient vos tables. Donc, en gros, c'est comme PyCharm, c'est comme dans Visual Studio Code, enfin, c'est comme dans les autres programmes. Donc là, vraiment, avec les tables, vous pouvez jouer, les bouger. Et quand vous chargez donc, des databases iode et que vous quittez votre programme, le programme va retenir les databases qui ont été chargées. Et donc, quand vous allez redémarrer, il va recharger toutes les databases. Alix, petite question. Si on avait modifié une des bases de données, disons, on a modifié manuellement le fun.var, il y aurait la petite étoile, tu fermes, il aura sauvé alors que tu n'as pas. Non, il faut faire le save. Hein. Mais de toute façon, il demande. Donc, si, ah ouais. Si je fais ça apparaît et que je vais quitter, c'est ça. Si je veux sauver, okay. je dis qu'il a sauvé avant. Et donc, quand je vais redémarrer, normalement, il aura sauvé. Merci. Mais par contre, comme évidemment, ici, il recharge toutes les databases, ce démarrage est un peu plus lent. C'est sans doute que par rapport à l'interface graphique, je sais que l'interface graphique de Jean-Marc, elle était très rapide. Mais ici, voilà, j'ai rajouté pas mal de choses, des tabulations, et puis c'est basé sur Python. Donc, il faudra faire un peu avec, c'est sans doute un peu plus lent pour lancer. Oui. Zijn de AV-bestanden nog nodig? Bijvoorbeeld als ik werk in LRA en ik creëer output en die output wil ik opslaan in een varkbestand, dat mag niet. Dat is niet mogelijk. En fait, on peut choisir. Ici, vous avez les deux. Tu veux dire le format AV? Ja, is het formaat AV nog nodig? Non. En fait, c'est l'un ou l'autre. On peut choisir. C'est vraiment au choix. Okay. Donc ça, les deux formats sont possibles. C'est juste que le format AV, c'est un format texte. Donc c'est pratique pour pouvoir le charger, pour pouvoir le visualiser. Mais c'est plus long, évidemment. Quand on va le lire, c'est plus long. Les fichiers .var, CMT, enfin les fichiers avec lettres, ça c'est vraiment compressé. Et là, les fonctions iode qui ont été écrites par Jean-Marc, tout ce qui est en format binaire, ce sera beaucoup plus rapide à écrire et à lire. C'est juste que les fichiers, on peut l'ouvrir qu'avec l'interface graphique d'iode. Le point AV, on peut le visualiser, donc c'est un fichier texte, enfin, AV à quelque chose, c'est format texte, mais c'est juste plus lent. Où est-ce que j'en étais? Ouvert, très bien. Le autocomplete, donc ça vous l'avez un peu vu. Le autocomplete. Alors, le autocomplete, c'est le fait de, quand vous voulez écrire une fonction, vous commencez avec les premiers caractères, et alors le programme va vous proposer toutes les fonctions qui commencent avec ces caractères. Donc ici, on l'a ici dans la petite console pour iode commande. Voilà, tous les data, append, et là vous sélectionnez Enter et vous pouvez continuer. Alors c'est disponible donc ici dans la console iode, dans les rapports aussi. Ça,
c'est dans tous les rapports, vous allez voir que c'est ça. Ça marche pour toutes les fonctions qui commencent par un $, ou toutes les autres, c'était notamment les fonctions, fonctions iode. Et donc, ça marche avec tous les F aussi. Voilà. Alors, dans la console Python, donc ça, c'est plutôt pour les gens qui ont... les gens qui ne connaissent que Iode mais pas Python, il est vivement conseillé de participer. Donc ici, on va faire toute plusieurs, dans le mois à venir, il y aura plusieurs sessions de formation Python qui seront données par Gaëtan, Yannick et Gert. Pour ça, il est vivement conseillé de participer à ces formations. Donc il y a le Python de base, et je pense aussi que Pandas serait idéal pour les gens qui font éventuellement LRE, mais alors LRE, c'est plutôt optionnel. LRE, c'est plutôt pour les gens qui travaillent sur des modèles type des modèles pour la démographie ou le modèle public, où là, c'est du LRE et du Iode en même temps. Mais donc, pour les gens qui ne connaissent que Iode, on conseille donc de faire le Python base, la formation de Python base, et la formation Pandas de base. Au niveau de la console, là, ici, ça marche plutôt avec donc sur votre clavier, le tab. Donc ici, si je commence par com, je fais un tab. Et là, il y a plusieurs propositions. Donc là, je retape tab et alors je peux choisir ce que je veux. Donc là, je choisis comment. Voilà. Il a fait avec le EC. Les équations. Par exemple, ici, je vais voir tous les scalaires qui sont dans mon équation AK. Donc, je fais AK, ici, je ferme. Ici, je fais le point avec tab. Voilà, il a toutes les méthodes qui sont associées à l'objet équation. Et je vais choisir les coefficients. Ici, voilà. Et donc là, j'ai tous mes coefficients. Par exemple, si je veux voir toutes les variables associées à mon équation de F, là, je commence par var, je fais tab, il n'y a que var qui est possible, et on a voilà, toutes les variables associées à l'équation. Donc, dans la console interactive, c'est avec le terme. Quand il y a plusieurs possibilités, il faut appuyer 2 fois tab. Donc, si je fais juste EC, je fais 1 fois tab, je refais tab, et là, je peux choisir ce que je veux. Et ça, ce sera revu dans la formation Python. Vraiment très, très utile. Alors, ce qui peut être utile aussi, pour ceux qui font Python au début, alors c'est valable aussi pour ceux qui font du LRE ou du Pandas avec une console interactive, c'est la petite fonction help. Alors, par exemple, help, les équations, estimate, et je fais ici enter, et donc là, il va m'afficher toute la documentation, donc la documentation que j'ai pu montrer qui était sur, on peut avoir ici dans l'aide, donc sur c'est la même documentation que celle qu'on peut trouver online, et donc ici, vous l'avez directement dans votre console interactive. Et donc, vous avez ici la fonction, les différents paramètres, l'explication, voilà, les paramètres, et à chaque fois des exemples. Vous avez des exemples, donc n'hésitez pas, voilà, quand vous êtes au début, vous ne connaissez pas bien, utilisez cette fonction L. Ah oui, donc maintenant, on va un peu s'amuser avec les databases. Donc maintenant, si on veut ajouter, changer ou supprimer des objets iode, il y a 3 façons. On va ajouter, donc pour ajouter les commentaires, vous avez soit, on va se mettre ici, le bouton Add, comme dans l'ancien iode, A0, vas-y. Je vais essayer. Ouais, ici, très bien. Deuxième façon, donc via la console iode commande. Je me mets ici. Hop.
Run, j'ai cliqué sur Run, très bien, j'ai mis machin. Ou avec la console Python, et donc là, les databases de IODE, donc si vous avez comment, equation, identities, etc., ça commence par une minuscule, et ça s'utilise un peu comme des dictionnaires Python. Là aussi, voir la formation que vous aurez. Donc, comme dans les dictionnaires Python, vous voulez ajouter un objet, vous utilisez donc ici les brackets, vous mettez le nom de l'objet que vous voulez ajouter, égal, et vous mettez sa valeur, comment, et vous faites enter, et voilà, le commentaire apparaît. Alors, comme dans les dictionnaires, si l'objet existe déjà, c'est simplement que vous allez juste changer sa valeur. C'est comme les dictionnaires. Alors, c'est comme les dictionnaires, sauf pour les variables. Les variables, ce sera un petit peu différent. Les variables, ça va un petit peu ressembler aux objets que vous avez dans LRE à 2 dimensions. Ça, on verra après les variables. Est-ce que j'en suis? Donc voilà, il y a 3 façons d'ajouter un commentaire. Alors, pour faire un update, il y a aussi 3 façons. Alors, soit vous allez ici dans le tableau, pour modifier un objet, c'est je double-clique, je modifie, et j'appuie Enter. Et là, c'est modifié. On est d'accord? Une autre façon, je sélectionne l'objet, je fais CTRL Enter. Et là, on a la façon de faire comme vous aviez l'habitude avec l'ancien interface graphique. Vous pouvez le faire ici avec la commande. Je ne connais pas par cœur. Update. Je me mets ici, je fais ça. Run. J'ai fait updater et puis il y a la version Python. Je vous ai montré juste avant. Ceci. Et voilà. Donc, 3 façons d'ajouter un objet. 4 façons de le modifier, parce qu'on peut modifier ici en double-cliquant dans le commentaire. Donc, pour faire un delete, 3 façons. Ici, je sélectionne mon objet, j'appuie sur delete sur mon clavier, soit avec ceux qui sont habitués avec les rapports IODE, j'ai bien délité ça. Et ceux qui connaissent Python vont utiliser et j'ai délité mon objet. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire undo, Alex? C'est dans ma to-do list. Alors, c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile parce que ça dépend des fonctions qu'on fait. Si c'est des fonctions qui sont simples, on change quelques valeurs, probablement on pourra le faire. Il y a un do-undo dans LRE qui va fonctionner lorsque l'on modifie une valeur directement dans l'éditeur. Ça, je peux le programmer, c'est encore possible à faire. Mais il y a des commandes, que ce soit en Python ou en rapport IODE, qui transforment complètement la database, et ça, je ne peux pas à chaque fois sauver une copie de la database. Donc, possiblement, oui, mais en fait, dans l'éditeur LRE, il y a quelque chose d'assez semblable, il y a aussi un undo, redo, mais qui est limité, donc ça dépend de ce qu'on fait. Si on fait quelques petits changements légers, oui, ça, je pourrais l'implémenter, je regarderai comment c'est fait dans LRE, donc ça, c'est possible à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible. Par contre, pas pour tous les changements. OK. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dans ma to-do list. Et si je sais que c'est fait en LRE, j'irai revoir comment c'est fait. Je pourrai réimplémenter. Mais ce sera limité. On a vu ça. Ah, les subsets. Ah, les subsets. Alors. Oui, donc souvent,
Moi, ici, je joue avec allez, le petit workspace que m'a donné Jean-Marc, qui vient apparemment de Bogart, qui s'appelle le modèle Fun. Bon, il y a un nombre d'objets qui est relativement limité, mais c'est vrai que vous avez des databases qui sont gigantesques, donc c'est assez pénible de voyager dans ce database. Mais normalement, ceux qui connaissent IOD connaissent ce qu'on appelle les patterns pour sélectionner des variables. Je pense que c'est dans la fonction search. Donc ici, par exemple, je veux tous les objets qui commencent par A. J'appuie Enter et j'ai mon subset. Je presse Enter. Alors, quand je travaille dans un subset, rien ne m'empêche d'ajouter un commentaire. Et si le nouveau nom satisfait au pattern que j'ai utilisé, il va apparaître. Et alors, ce commentaire, il est ajouté évidemment dans le subset, mais aussi dans la base de données générale. Et tout ce que vous faites dans le subset, c'est aussi dans la base de données en général. Si je fais le date, même chose. Et donc, si je reprends la database globale, voilà, ça change. Alors évidemment aussi, si vous faites des changements dans la petite console, si vous changez un objet qui est dans le subset visible, vous allez le voir aussi. Ça, là, ici, run. Ah oui, c'est ça, 1, ici, ça. Très bien. Et même chose pour le delete. Ça fait le delete aussi dans ma database générale. Si je fais le delete via ma console, run, même chose. Voilà, tout ce que vous faites dans votre subset, vous le faites dans la database générale. C'est juste que pour travailler, c'est peut-être plus facile de travailler sur des subsets. Alors, dans l'ancienne interface graphique, c'était via des listes. Jean-Marc avait proposé quelque chose qui était assez similaire. C'est juste qu'ici, voilà, il faut s'adapter. Ça apparaît, donc, le pattern est directement ici dans le filtre name. Alors, soit vous appuyez directement Enter comme moi, soit vous cliquez sur filtre. Kan je ook vraagteken gebruiken? Vraagteken, dus dat is ja. Oui, non, oui, c'est parce que là, j'ai pris le plus simple avec l'étoile parce que c'est celui que je connais. Mais normalement, c'est tout ce qui est dans le. Attendez. Je peux là, syntaxe. Parce que c'est la même que dans la fonction search. Vous avez écrit à quoi? C'est le même que dans la fonction search, en fait. Parce que, voilà, moi, je connais pas trop les patterns. Enfin, j'ai tout fait en Python, mais sans trop jouer avec. Vous connaissez mieux que moi, je pense. Mais sinon, oui. Tout ce qui était en fait dans la fonction search, vous pouvez l'utiliser ici. Alors, oui, alors on peut jouer à ça aussi pour ceux qui ne seraient pas dans l'interface graphique, mais par exemple qui feraient un script.py, donc un script Python où ils utilisent les IO de Python avec par exemple du array. On peut aussi faire des variables subset pour pouvoir travailler plus facilement en Python. Donc ici, on se met dans la console. Je vais créer un petit script. Et donc, si je regarde ce qu'il y a dans mon subset, j'ai mes 4 objets. Alors, je vais créer un nouvel objet dans mon subset, donc c'est une variable subset. Donc,
Python. Et alors, si je fais ça, c'est comme dans l'interface graphique. Quand je change ma variable subset en Python, je vais aussi changer la database globale. Vous avez la même chose en LRE. En LRE, vous pouvez travailler sur des subsets, LRE multidimensionnel. Vous prenez un morceau et vous pouvez le manipuler et en fait, vous changez aussi LRE général. Voilà. Donc là aussi, voilà, si vous faites un update, ça va faire aussi dans le général, dans la database globale. Et si je fais le delete aussi. Ici, tout ça, c'est plutôt ceux qui seraient pas forcément, qui travaillent pas forcément dans l'interface graphique, mais qui travailleraient en Python et qui veulent en Python plus facilement travailler sur des petits subsets pour ne pas avoir tout le truc, voilà, ne pas avoir toutes les variables, toutes les variables en même temps, en tout cas, je sais que dans les modèles qui utilisent le RE, souvent, on travaille sur des subsets. Kan je de 2 versies van Jode tegelijkertijd geïnstalleerd hebben op jouw PC en dan kiezen, oké, die gaat nu, die gaat nu. Alors oui, pour les interprètes, et ça, je vous conseille de le faire, c'est une bonne remarque. De garder l'ancienne interface de Jean-Marc, parce qu'ici, c'est une version, même si quand je vais sortir la version, je sais que j'aurai pas mal de... Ça marchait, ça marche plus comme ça marche pareil, il faudrait rajouter ça. Maintenant, on a différents problèmes, oui, garder l'ancienne. Parce que l'ancienne, elle est bulletproof, elle a été... les gens l'ont utilisée pendant des années sur RMS, sur Amreg. C'est là, voilà, vous pouvez sans risque l'utiliser. La nouvelle, probablement que vous allez rencontrer 3 problèmes, et donc à ce moment-là, vous me dites, j'ai rencontré tel problème, vous me dites comment reproduire le bug, et je pourrais ainsi adapter. Mais oui, vous pouvez, donc les deux interfaces graphiques, vous pouvez les avoir en même temps. Yeah. Par contre, avec les modules Python, non. Là, non. Ça va être, enfin, je pense que si, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué parce que les deux ont le même nom. Dans Python, les deux, on l'importe de la même façon, c'est import iode. Donc ça, c'est à voir avec Gaëtan aussi. Il y a probablement moyen de le faire, mais c'est un peu compliqué. Par contre, là où on va avoir sans doute un problème, c'est que avec donc, la version de Jean-Marc, elle était disponible en Python 3.9, 3.10 et 3.11 aussi. Ça ira. Donc là, il faudra avoir la version 3.11 de Jean-Marc et puis ma version 3.11. Oui, c'est sans doute possible, mais voilà, ça sera un peu joué. Mais oui. Alors, une autre spécificité, alors ça, c'est ceux qui travaillent avec LRE connaissent. Donc, on a vu les subsets. Et on a vu que quand je faisais des modifications sur mon subset, je modifiais aussi ma database globale. Mais on peut utiliser la fonction copy qui va créer une database qui est détachée de la database globale. Et donc là, toute modification que je vais faire sur ma copie, je vais laisser ma database globale intacte. Par exemple, ici, voilà, je fais une database que je vais appeler detached. Là, je regarde ce qu'il y a dedans. Donc, ça ressemble au subset que j'avais fait avant, sauf qu'ici, il s'agit d'une copie. Alors, pour savoir si on travaille sur un subset qui est attaché à la database globale ou s'il s'agit d'une copie d'une database qui est détachée, il y a une propriété. On peut utiliser ici le point isDetached. Donc là, si je reprends l'ancienne, le subset que j'avais fait avant et qui n'est pas détaché, il met false.
Ça veut dire que tout changement que je fais faire ici sur mon CMT subset, je vais aussi modifier la database globale. Si je fais le test sur le subset que j'ai fait ici, qui est une copie, j'ai un trou, non? Toute modification que je vais faire sur mon subset qui est détaché, la database globale sera intacte. Par exemple, si je rajoute un commentaire ici, sur ma database détachée, et que je regarde mes commentaires, ça n'apparaît pas dans mes commentaires. Par contre, il est bien dans mon subset, enfin dans mon subset copie. Il apparaît bien là, mais j'ai laissé ma database globale intacte. Ça, c'est utile si on veut faire, par exemple, des tests. Même chose, si je fais un update d'une variable qui est dans ma database, qui est une copie. Donc ici, je prends un nom qui est dans ma database globale, qui est CAF. Ici, je vois que le ACAF n'a pas été modifié. Par contre, dans mon subset qui est ici une copie, je vois que voilà, ici, ça a bien été, le ACAF a bien été modifié. Même chose pour les deletes, hein, c'est le même principe. Si je delete ici ACAF de mon subset qui est détaché, le ACAF a disparu ici, mais dans ma database globale, le ACAF est toujours là. Alors, on est maintenant vers les variables. Alix, question. Donc, il y a la matrice globale. On a fait une matrice détachée sur laquelle on fait des tests. Maintenant, on est content avec les tests. On veut intégrer ce qu'on a fait dans la matrice globale. Est-ce qu'il y a moyen de faire un join ou un... La fonction merge. La fonction merge, ouais, OK. Et, alors, le paramètre, ouais, other, oui, normalement, ça devrait marcher. Okay. Ouais, si je fais ici, c'est alors, j'ai fait mon merge et voilà, j'ai mon c'est ça. C'est la fonction merge. OK, merci. Ah, maintenant, les variables. Alors, dans mon subset de variables, on peut faire un subset avec les noms, mais on peut le faire aussi avec les périodes. Alors là, je vais prendre un range. Donc, j'utilise les deux points et je dis jusqu'où je veux aller. Et donc, comme ça, j'ai mon petit subset. Donc, j'ai un subset ici sur les noms et sur les périodes. Alors, même chose que ce qu'on a vu avant. Si je modifie quelque chose dans mon subset, avec les noms et les périodes, je vais aussi modifier la database globale. Okay. Je vais avoir la même chose, sauf que je retire l'autre, bien. Alors, voilà. N'importe quel changement fait sur la variable apparaît aussi dans la variable, dans la database globale. Ouais, je vais le faire ici dans ma console Python, mais je pourrais le faire ici dans l'interface, dans mes cellules. Alors, donc là, j'ai bien modifié cette variable-là. Si maintenant je retire les filtres et que je regarde ma database globale, je vais vers le 2005. Et voilà. J'ai bien modifié ma database globale. Donc, pour les variables, on peut faire un subset sur les noms, sur les périodes. Un peu comme Euler.
Ouais, par contre, alors ça, c'est parce que pour faire un subset sur les périodes, c'est un peu tricky au niveau de ce que j'ai du moins implémenté en Python pour avoir quelque chose qui fonctionne, parce que dans le cœur diode qui a été programmé par Jean-Marc, il y a bel et bien une fonction qui me permet d'avoir un subset sur les noms, sur les périodes. C'est un peu plus tricky, c'est un peu plus compliqué, donc j'ai dû faire un peu de voodoo. Il y a un peu de code pour arriver à faire ça, et donc il y a certaines choses où c'est un peu techniquement compliqué, sans doute pas impossible dans le futur, mais compliqué à implémenter. Donc pour l'instant, il y a certaines limitations. Donc, quand on a un subset sur à la fois des variables et des périodes, on ne peut pas ajouter de nouvelles variables. Non. Et on ne peut pas faire de delete non plus. Mais j'espère dans le futur pouvoir faire ça. Voilà. Par contre, si vous faites un subset juste sur les noms, là, vous allez pouvoir... Voilà. Si maintenant je fais ça ici. Là, je peux le faire. Donc, si on fait un subset sur les noms, on peut faire ajouter un delete. Pas quand on fait un subset aussi sur les périodes. On peut modifier les valeurs. Par contre, on ne peut pas ajouter ou supprimer. Ça, c'est une limitation pour l'instant que j'espère pouvoir changer dans le futur, mais voilà. Voilà, c'est ça. Si je fais seulement sur les noms, je peux le faire. Alors, Jean-Marc l'avait fait dans son interface graphique. J'ai essayé de reproduire à ma manière ce que Jean-Marc avait fait pour les copy-paste avec Excel. Donc, première chose à faire, ouvrir Excel. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le copie. Et je prends ici un subset, je fais clic droit, enfin, soit clic droit copie, soit CTRL-C. Je vais dans Excel, je fais paste et j'ai mes valeurs. Un petit peu différent, et ça, il y avait dans LV. Je ne sais pas si dans l'ancienne interface, c'est dans l'interface graphique de Jean-Marc il y avait ou pas. En bref, en tout cas, dans LV, il y a le cas. Vous pouvez aussi faire un copy en incluant les headers. Alors, on va voir ce que ça va faire. Je me remets ici dans Excel, je fais un paste. Et donc là, en fait, il a non seulement pris les valeurs, mais il a aussi pris les périodes et les noms des variables. Ça peut être utile si on veut faire des graphes. Ah oui, on peut faire aussi, donc on va faire le paste. Je prends juste les valeurs, je fais copie, je mets là, je fais un paste et j'ai changé ici. Ce que je peux faire aussi, c'est, alors je vais prendre dans Excel, et là il faut que dans Excel ce soit proprement fait. Je vais copier les valeurs avec les périodes, les noms de mes variables, je copie tout. Et là, je me mets n'importe où dans ma table et je fais
paste spécial et je modifie uniquement voilà, ce que j'ai copié. Donc, si je fais, pardon, ici, je vais ici, je me mets n'importe où je fais. Non. En principe, il doit le trouver lui-même automatiquement. Mais je pense que c'est le raccourci clavier qui ne marche pas. Il faut faire absolument. C'est un petit tout, non? Ouais, mais bon. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça, ça, il y avait déjà dans l'ancienne interface. Sélectionne. Et voilà, j'ai mon plot. On peut sélectionner évidemment, pour toutes les périodes, je sélectionne une variable, je fais un plot. Et alors aussi, je peux sélectionner mes variables et je peux pas de dialogue, donc là, un peu comme dans l'ancienne interface graphique. Et voilà, au print. Alors, au print. Donc, il y a le print. Alors, évidemment, si vous faites juste le print et que vous avez toute votre database, bah, vous risquez d'imprimer beaucoup de pages. Par contre, si vous faites une sélection, là, il va juste imprimer la sélection. Histoire de moins de pages. Par exemple, c'est surtout utile pour les variables. Vous évitez de tout imprimer. Si vous voulez juste imprimer une partie, voilà, il va imprimer que on subset. Alors, voilà. Il y a pas mal ici de fonctions qui vous permettent de voyager entre iode et pandas ou iode et Elray. On va commencer ici avec les commentaires. Alors, en fonction de la database que vous avez, vous allez soit exporter votre database en objet pandas series. Donc ça, c'est pour les commentaires, les listes et les identités, je crois. Soit vous allez exporter en data frame. Donc ça, c'est pour les variables, pour les scalaires et pour les équations. Donc on va jouer ici d'abord avec les commentaires. Ici. Donc, je vais exporter ici donc, toute ma database, comment, la series. Je regarde ma series et j'ai ici en pandas. Et après, vous pouvez jouer avec pandas comme vous voulez. Vous avez toutes les fonctions pandas. Je vais mettre une série. Alors, si je fais ici le commit. Donc là, on commit et ma database est vide. Et je peux donc, après, prendre la série pandas et donc la
chercher ces valeurs, donc reprendre ces valeurs, et ainsi charger donc la série pandas pour avoir ma database comment. Ici. Et normalement, voilà, donc ici, j'ai que... Ah ouais, c'est parce que j'ai le filtre, je fais le filtre, et voilà, j'ai retrouvé ma database comment. On peut faire la même chose avec les variables. Voilà. Voilà, donc ça, c'est avec la fonction toFrame. Hop, voilà. Je regarde ce qu'il y a dans ma data frame. Donc là, j'ai toutes mes variables qui sont dans une data frame. Et alors là, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de Pandas. Donc là, il y en a plein pour faire des moyennes, des gros bails. Là aussi, pour ceux qui sont intéressés, suivez le cours de Pandas. Alors, il y a la basique et je pense qu'il y a aussi un intermédiaire. Je pense Donc, Alix, une des possibilités serait, par exemple, on veut faire une analyse pour laquelle il y a des méthodologies dans IOD qui ne le font pas. On peut donc importer les variables, par exemple, en Pandas, et puis utiliser tout ce qu'il y a dans Python, par exemple, le module stats models, qui permettrait de faire... scikit-learn. Ouais, et donc, on travaille sur la série, une fois qu'on a le résultat, on peut le réimporter dans IOD, c'est ça, hein? Si je fais un clic ici, donc là, ici, ma database variable est vide. Et je fais ici from frame. Et là, j'ai réintégré. Donc, toi, là, maintenant, ce que tu as fait, tu as pris la variable iode, la base de iode, tu l'as mis en pandas, tu as soi-disant travaillé dessus avec plein de méthodologies, et tu la réimportes après dans un objet iode. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. vous pouvez voyager entre l'un et l'autre assez facilement. En fait, grâce à ça, tout le monde Python est à la disposition du module iode. Ouais, alors ici, plutôt aux gens qui ont des modèles en LRE mais qui utilisent un peu IOD, typiquement le modèle public et le modèle de démographie. Il y a la même chose pour LRE. Donc il y a une petite fonction qui s'appelle toArray. Ici. Et donc, je regarde mon array et j'ai un bel objet LRE. Et donc là, vous pouvez avoir toutes les fonctions de LRE. Et alors, inversement aussi, voilà, je vais faire un clear de ma variable et je peux le réimporter. Donc, imaginons, voilà, j'ai exporté mes variables iode en objet LRE. Je fais tourner mon modèle qui est basé sur LRE. Je vais retourner vers iode. Donc là, j'utilise from array. Évidemment, il faut array. Est-ce que tout s'est bien passé? Ouais. Donc, il y a vraiment, avec les fonctions ici, donc il y a tout series, tout frame, tout array, le moyen de voyager entre donc, iode et pandas et entre iode et array. Ça aussi, donc toutes ces fonctions-là, il y a des exemples dans le tutoriel. Donc, si je retourne ici, est-ce que j'ai le tutoriel? Voilà. Ici, vous avez à chaque fois tous les exemples. Prenez le temps de regarder, de jouer avec ça. Il y a aussi pour justement avec les subsets, avec le copy, etc. C'est normalement dans les Getting Started, avec des explications en plus. Prenez le temps de lire. Et de toute façon, je pense que ce sera en mai, il y aura aussi on fera des cours de IE Python. Mais après les cours de base en Python et les cours de Pandas. Où est-ce que j'ai
Ah oui, ça c'est aussi donc, utile pour les gens qui ont un modèle, donc un modèle en LV par exemple, ou un modèle en Python, et qui sont dans Python, veulent rester dans Python, mais exécuter des commandes iode, sur des commandes carrément des rapports. Donc là, vous avez deux fonctions. Alors, ces fonctions-là, elles existent dans le module de Jean-Marc, sauf que les noms ont un peu changé. Mais l'idée est la même. Donc, par exemple, on a le execute command. Donc, j'ai exécuté ma commande et je rajouté ici le A5 en utilisant la syntaxe des rapports IO. Excuse-moi, hein, mais disons que je suis dans un programme Python en Pandas ou en LRA et je veux exécuter un rapport IOD. Donc là, je fais import du module, ce module-ci, avant, et puis je peux exécuter cette ligne-là pour justement, c'est ça le but. Hein. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas dit, attention, je fais comme Gaëtan dans son éditeur. Alors, de façon cachée, quand vous ouvrez l'éditeur Python, en fait, ce qu'il fait, mais vous ne le voyez pas, il fait from iode. En fait, il a importé tout. En fait, ici dans la console, vous avez accès à toutes les fonctions iode. Mais si vous faites un script, c'est ça. Là, vous devrez écrire le from iode, une porte. Oui. Et ça marche aussi pour un rapport entier en iode? Oui. Ah oui. C'est ce qui est ici. Donc, tu fais $report exec et... Voilà, c'est exec report. Alors là, on a donc il faut le pass vers le rapport iode. Et alors ici, les paramètres, c'est des paramètres. Donc, normalement, ici, ça devrait aller. Voilà, il l'a exécuté. Et alors, n'hésitez pas à utiliser donc le fameux. Le help, et donc là, vous avez des exemples avec à chaque fois les paramètres, etc. Et dans le getting started, il y a aussi des exemples. Les exemples qui sont ici sont aussi dans le getting started. Et donc, oui, quand vous êtes dans Python, vous pouvez charger vos databases IOD, vous pouvez donc, passer de IOD vers Pandas, de IOD vers LRA. Vous pouvez exécuter des commandes en langage IOD ou exécuter des rapports. Vraiment, le but, c'est vous êtes dans Python, vous restez dans Python. Et alors, dans l'interface graphique, l'idée, c'est de... Alors là, c'est au choix, soit vous êtes old school et donc vous faites avec le bon vieux langage IOD, soit vous êtes new school. Et là, vous faites en Python, vous basculez en Python. Est-ce que je vous dis, j'arrive tout doucement à la fin. Via PyCharm. Alors, dans PyCharm, j'ai fait un petit fichier pour montrer ce qui se passe lorsque vous voulez utiliser le module IOD dans un script Python. Ici et où. Aller dans. Voilà, je ne pas la même chose. Un petit peu. Donc là, dans IOD, J'utilise plus ça. donc, vous voulez. Moi, j'importe uniquement les fonctions des objets dont j'ai besoin, mais rien ne vous empêche de faire from IOD ou de faire import IOD IO par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Donc voilà, ça. Ah oui, montrer l'autocomplete. Alors, donc ici, le autocomplete est comme aussi on est dans PyCharm, l'autocomplete est un petit peu différent. Donc là, voilà. Via PyCharm, pour ceux qui connaissent PyCharm. Donc ça aussi, l'utilisation de PyCharm sera vue dans les cours donnés. Donc ce sera par Gaëtan, je crois, Yannick, pour le cours de base Python. Et là, vous aurez donc, le cours de base de Python, mais aussi l'utilisation de PyCharm. PyCharm est l'outil que l'on utilise au bureau du plan par défaut pour Python. Voilà, ici, on a besoin de questions.
si je fais le point, il va en fait, donc ça c'est pas charm, il va regarder toute la liste des fonctions qui sont disponibles. Je choisis le load. Alors là, tant qu'on est dans la parenthèse, il me met ici les paramètres. Et comme ça, vous pouvez rester également. Si on fait cet RLQ, il va afficher toute la documentation avec les paramètres et les exemples. C'est plus pratique. Et donc l'autocomplete, oui, ça c'est ce que je viens de faire. Ah oui, alors je vais vous montrer ce qui se passe en Exebug. Il va reprendre le bug. Donc là, en mode debug, vous avez la liste de tous vos objets. Alors, vous avez une sorte de view de base. Donc, vous avez, bon, c'est quoi comme workspace, le nombre d'objets, donc le fichier qui a été chargé, et vous avez juste ici les derniers objets. Mais si vous déployez ici dans la liste de toutes les fonctions qui sont disponibles, vous avez à un moment donné, voilà, ici Series, et vous faites View S Series, et vous avez donc votre objet. Donc en fait, ici en mode debug, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté la fonction Series, en fait, c'est ça qu'il a fait. Donc là, ici, vous voyez vos commentaires. Si je prends maintenant voilà, la barre subset, non, ça sera tout frais, voilà. Ici, vous avez ici votre frame. Vous pouvez voir en mode debug. Ouais, alors, aussi, petite explication. Donc ça, c'est utile pour voilà, donc ceux qui font du pur Python. Alors, dans l'array, ceux qui connaissent, il y a une fonction qui s'appelle view. Et donc, vous jouez, enfin, vous avez un script Python, vous avez des objets LRI en array, et à un moment donné, vous voulez voir à quoi ressemblent vos objets. Et donc, en LRI, vous avez la petite fonction. Alors, j'ai fait une fonction qui s'appelle view workspace pour ne pas confondre avec le view de l'array, qui en gros fait la même chose. Donc ici, j'ai chargé une j'ai créé des subsets, j'ai fait une copie, donc avec la fonction copie, j'ai une database qui est detach, et donc j'ai l'appel de la fonction viewWorkspace, et je vais lancer le script. Donc normalement, voilà, il va lancer. Et donc, vous pouvez voir ici vos databases. Donc là, ici, vous avez les fichiers qui sont on était dans Run GUI. C'est pour ça que vous voyez ici, il a donc pour le dans le File Explorer, vous voyez le dossier parent du fichier file que vous avez exécuté. Et donc, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans ce dossier. Vous avez aussi accès à toute la database qui sont chargées. Et dans la console Python, vous avez accès aux variables. C'est variable que vous aviez fait dans le script. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La barre Scotty. Ici dedans. Par contre, pour l'instant, limitation, j'ai quand même une grosse limitation, et ça, j'ai besoin de l'aide de Gaëtan dans les semaines à venir, c'est que si vous faites des changements ici dans vos databases, vous tapez du code dans la console, lorsque vous quittez ici le programme, toutes les modifications sont perdues. Donc, pour l'instant, considérez ça comme un read-only. Une petite question. Donc, le viewer ici,
donc c'est l'équivalent du viewer en LArray. Et il contient uniquement tout ce qui est objet iode. Hein. Donc, tout ce qui est, disons, si tu as par exemple des LArray, tu peux, tout est là en fait. Tu les verras pas, mais ils sont là. Ouais, ils sont là, ouais, c'est ça. Ils sont pas visibles, mais ils sont là. C'est ça, ouais. Donc, ça, si j'ai vraiment implémenté, c'était vendredi dernier. Donc... Et donc, pardon, si tu as par exemple une LArray qui s'appelle Toto, et tu tapes et tu fais Enter, elle sera visible, on verra les valeurs dans le LArray dans la partie du dessus? Non. Non, c'est ça. Et ici, je montre que les objets iodes. Ouais, le viewer, visualisation des databases est uniquement là pour tout ce qui est iode. Tout ce qui n'est pas iode, il est disponible dans la console, en fait. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça. Okay. Je n'ai pas testé, mais probablement qu'ici, on peut importer le array et tu fais view là-dedans. Ouais. Possiblement. Ça, ça va voir avec Gaëtan. Ouais, le top, évidemment, serait qu'on aurait un viewer qui vaut pour LArray. C'est le projet de Gaëtan. Il y a le projet de Gaëtan. Il faut qu'on se coordonne tous les deux. Ouais, parfait. Et je pense que c'est tout à fait faisable. C'est un projet, on veut aussi pouvoir faire rendre visibles les objets Dataframe, enfin les objets Pandas, et donc avoir un viewer global, ouais. Tout dedans, et en avant gagnant. Super. Ouais. Bon, pas tout de suite. Alors oui, donc petite explication. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Donc ici, j'ai mon VARScopy, donc j'ai fait une copie de mes variables de la database totale et j'ai fait quelques modifications. Là, pour la variable AOC, j'ai tout mis à 0. Pour la variable AQC, pour certaines périodes, j'ai un peu changé la valeur. Et alors, ici, pour la variable NF, j'ai exécuté alors oui, ça aussi, c'est vrai que je n'ai pas montré. Vous pouvez modifier une variable en utilisant ici du lec, c'est ça, c'est du lec, c'est du lec. Donc là, vous mettez un string, vous mettez le lec, et alors, derrière, le bouton, on va appeler la fonction C qui va modifier votre variable. Alors ici, je vais transformer ça en imaginons, voilà, ici, je veux faire comme si j'avais deux modèles, un modèle baseline et puis un modèle variant, avec des petites différences. Et alors là, merci Gaëtan, c'est Gaëtan qui a fait ça, très bien fait ça. Il y a en LArray une fonction qui s'appelle compare et qui est assez efficace. Donc ça permet de comparer deux LArray. Et donc ici, tant que c'est blanc, c'est-à-dire que c'est la même valeur. Et alors, si je descends, quand il y a des valeurs différentes, ça veut dire que vous commencez à avoir des valeurs différentes. Et alors, chose géniale, il y a un petit bouton différence only. Et là, vous avez la liste de uniquement donc, des variables avec les périodes, vous avez des valeurs différentes. Et donc, vous avez ici des couleurs. En gris, c'est none. Et plus la valeur est foncée, plus la différence est grande. Le petit bouton aussi, les différences only, ça vous permet de sélectionner uniquement là où c'est différent. Ça, vous n'avez plus besoin de commencer à regarder, à tout imprimer, regarder valeur par valeur. Vous avez pas. Donc, pour l'instant, ça, c'est, il faut passer vers le réutiliser le compare. J'aimerais bien avoir une sorte de iode compare. Pour l'instant, voilà, vous pouvez toujours passer en LRE et faire ça. Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. C'est peut-être le moment des questions pour ceux qui auraient des questions. Donc là, je donnais une vision un peu générale de ce qu'il y avait. C'est une version bêta avec peut-être des petits quoi, comme on l'a vu pour le copy-paste. J'ai une to-do list avec des choses à faire, mais ici, j'ai déjà montré tout ce qu'on pouvait déjà faire. Je pense qu'on peut déjà bien s'amuser avec. Oui. Une petite question pratique. J'ai vu que quand tu démarres le PyIode, tu exécutes un script dans PyCharm. Est-ce que dans le futur, ce sera plutôt un double-clic sur une icône qu'on aura PyIode, ou bien il faut toujours lancer PyIode à partir de PyCharm? Si tu vois ce que je veux dire. C'est comme l'éditeur LArray que tu peux lancer à partir de ton start.
Tu veux dire quoi, d'avoir dans Windows un menu et que ça ouvre le truc. C'est ça, à la place de... Oui, ça, oui. C'est parce qu'il faut d'abord que je le pousse sur PyPy et après, avec Conda, on peut faire ça. Ok. Oui, ça, ce sera fait. Donc là, il faut d'abord que je pousse sur PyPy une fois que ce sera un peu plus stable. Et après, je pousserai sur Conda. Et donc là, quand on installe via Conda, il y aura quelque chose dans le menu Windows qui sera installé. Et vous aurez un petit logo qui sera ici dans votre barre d'étage. Et ça vous lancera dans la to-do list. Ja, Alex, sorry. Misschien heb je het gezegd en ik heb het gemist. Hoe kan je twee Jode-bestanden vergelijken? Je hebt twee vaarbestanden bijvoorbeeld. En je wilt die vergelijken. Je kan dat nog altijd in deze versie van Jode doen? Tu veux dire comparer, c'est ça? Enfin, Ja. le problème, c'est que Yod est construit de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule. Enfin, il y a une seule database globale. Donc, visualiser les deux en même temps. Il y avait la fonction. Oui, il y avait. Si tu cherches de LRE, si tu cherches de LRE, tu les compares. Pour l'instant, c'est. Ouais. Oui, il faut faire avec les comparer. Ja. Ça existe toujours. Si tu veux le faire en Python, tu cherches. Mais non, en Python aussi, avec les commandes. Ici, il y avait le sample généralisé, c'était simple. On peut grouper deux fichiers dans un, c'est pas ça le compare. Non, mais il y avait dans Yod, une option, c'est de créer une liste de variables. Print view variables, print graph, print view variables. En daar kan je een andere space loaden. Parce que là, ce qu'il faut. Et donc, c'était dans le print graph. Et puis. Ja. Print view variables. C'est l'autre, ouais, C'est la même chose. c'est ça, ouais. Voilà. Ça existe toujours. Okay. Maar voor de verschillen is er ook, kun je een lijst maken met alle variabelen die verschillend zijn. PyCompare. PyCompare. Dat is een lijstfunctie. Data. Oui, voilà, c'est l'équivalent. Normalement, il y a l'équivalent. Ici, j'ai ça. Il faut mettre entre brackets. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît pas. Normalement, ça devrait. Il faut mettre dans l'échantillon des brackets avec point virgule. Ah oui, ici, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme ça. Oui, merci. Voilà. Ici, je vais expérimenter. On peut mettre en notation scientifique. On peut aussi changer. Après 24 ans d'expérience. Finalement, on peut aussi faire petit et puis coller. Donc, oui. Donc, ce qu'il y a dans le print graph ici, c'est là. Il y a juste le object definition qui n'est pas encore implémenté. C'est la dernière chose que je dois faire. Sinon, le reste, vous l'avez. Hein. C'est à peu près normalement les mêmes. Il était sûr que l'impression fonctionne. Je ne sais pas si dans le chat. Ah oui, Gaëtan qui travaille. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, là. Baptiste. Ouais. Voilà, il est dispo. Hein. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation.
On aurait une remarque et une question. Je suis avec l'équipe sur ECHO qu'on utilise assez massivement Yode. Et on voulait savoir, avant, nous, on utilise l'interface principalement, enfin, pas que, mais c'est la partie très utile, c'est la navigation. C'est-à-dire quand on est dans les variables, on peut faire Alt F2, Alt F7, et on arrive dans les équations, et ainsi de suite, ou dans les commentaires, ou dans les paramètres. Et on n'a pas, on voulait savoir si cette fonction était disponible. Voilà. Et un deuxième, juste pendant que j'y suis, un deuxième point, c'est que là, j'ai vu qu'il y avait un print. Est-ce que, pour l'instant, c'est du PDF. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un CSV ou un XLS pour encore en print? Oui. C'est parce qu'ici, c'est dans les settings, je ne vais pas montrer. Donc là, en fait, ici, j'ai mis le print ou printer, mais on peut faire File, Apply, et là, quand je veux faire print, attends, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait, mais normalement, c'est censé le faire. File, Changer les options. ici, on ne peut pas, mais normalement, on peut le faire. Ouais. C'est prévu, quoi. Normalement, c'est prévu, mais effectivement. Très bien, merci. Et normalement, les CTRL, machin, oui, ça fonctionne. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci. Génial. Est-ce qu'il y a mieux dimensions? D'autres questions, pas de questions? La présentation. Et j'ai du travail à faire. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Mais Donc, s'il y a des personnes qui voudraient avoir l'enregistrement de la réunion, il suffit d'envoyer un petit mail à Alix et on mettra à disposition.